Bonsoir à tous, on est en direct dans Bouge la France, évidemment on va revenir sur le premier tour des municipales pour déjà nous projeter dans le deuxième tour parce qu'il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a appelé ça un super lundi, beaucoup de tractations, beaucoup d'accords, beaucoup de non-accords également. On va faire le point tout au long de cette soirée avec plusieurs débats. Dans un instant, nous allons retrouver Jean-Daniel Lévy qui est déjà arrivé sur le plateau et Jean-Marie Colombani qui va faire son entrée tout de suite en direct. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Jean-Daniel. Donc Jean-Daniel Lévy pour l'Institut CSA. Juste après, premier débat avec 4 sénateurs, David Assouline pour le PS, Philippe Nogris pour l'UDF, Jean Desessard pour les Verts et Philippe Dallier pour l'UMP. Et puis autre débat qui concernera un petit peu plus Paris, ce sera aux alentours de 22h35 avec Anne Hidalgo et Philippe Goujon qui sont face à face dans le 15e arrondissement, mais aussi Philippe Meyer, candidat du MoDem dans le 5e, et également Yves Contasso pour les Verts dans le 13e arrondissement. On aura au téléphone Karim Zeribi, porte-parole de Jean-Noël Guérini à Marseille, car c'est l'information de la soirée. Le MoDem a trouvé un accord et a fusionné avec les listes du Parti Socialiste, donc de Jean-Noël Guérini à Marseille, où on verra aussi que dans d'autres endroits, c'est pas du tout ça, et parfois c'est même l'inverse. Et puis on terminera par les cantonales avec un débat qui concernera et qui sera un petit peu pédagogique sur les cantonales, parce que tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est intéressant, personne ne sait exactement où ça se passe, comment et dans quelles conditions. Donc Catherine Procaccia sera là, Gilbert Roger, le maire de Bondy, il est au cantonat également, sera là, et Joël Cossardo, mon confrère des Échos, qui est spécialiste de ça. On commence donc avec un point quand même, parce que les alliances, on va en parler tout au long de cette soirée, un point pour vous dire qu'à Paris, on apprend ce soir donc qu'il n'y aura pas d'accord entre le MoDem et la liste de Bertrand Delanoë. Bertrand Delanoë a proposé effectivement de travailler avec le MoDem, mais après les élections, donc c'est quand même évidemment une promesse un petit peu pour rien. Et puis à Marseille, donc je rappelle, MoDem fusionne avec les listes du PS. À Toulouse, c'est François Bayrou qui a repoussé les avances de l'UMP. Enfin bref, partout en France, il y a des cas différents. Je pense que c'est ça qui va animer la semaine, Jean-Marie Colombani. Ben, je crois que c'est un des deux événements de ce scrutin. Le premier, c'est en effet que le MoDem s'installe. Et donc il s'installe au point d'être l'arbitre dans un certain nombre d'endroits, alors qu'on pensait qu'il serait en voie de disparition en attendant la prochaine campagne, entre deux campagnes de François Bayrou. Donc le MoDem s'installe. Et l'autre phénomène, c'est qu'au contraire, le Front National tente à disparaître. Et ce sont deux éléments évidemment extrêmement importants. D'abord parce que ça nous rappelle que l'apport majeur de Nicolas Sarkozy à la vie publique jusqu'à présent, ça a été quand même le recul, voire l'effondrement du Front National, et que cet effondrement se confirme. Mais, inconvénient pour la droite, ça la prive de réserve. Tout à fait. À l'inverse, le MoDem qui s'installe, c'est peut-être une chance pour la gauche, non pas tant à cause des accords des uns et des autres, que parce que dans le MoDem, il y a une bonne part de l'électorat centriste qui est un électorat d'opposition, qui s'oppose à Nicolas Sarkozy. Le centre rallié à Nicolas Sarkozy, c'est le nouveau centre, il est déjà dans la majorité. Donc les gens qui vont vers le MoDem sont plutôt tentés par une attitude d'opposition plutôt que par une attitude d'adhésion à Nicolas Sarkozy, sinon ils seraient au nouveau centre. Alors le MoDem s'installe, on pourrait dire oui. Politiquement, c'est indéniable, on parle que de ça. De toute façon, depuis ce matin, ça c'est évident. Maintenant, et je me retourne vers Jean-Daniel, si on regarde les scores quand même de ce qui s'est passé pour le MoDem depuis 10 mois, on en était à François Bayrou au présidentiel autour de 18, et puis ensuite aux législatives 10, et maintenant 4,5 je crois. Ça veut dire que les 3 quarts, des électeurs sont vraiment partis. D'ailleurs, j'en sais rien. Pas tout à fait, parce qu'en fait le MoDem ne présentait pas dans la totalité des communes des candidats. Il était présent dans 16% des communes en autonome. Et quand il était présent dans ces communes-là, c'était pour deux raisons. D'une part, parce qu'il avait la capacité technique de pouvoir constituer une liste, ce qui n'est pas toujours évident. Le deuxième aspect, c'est qu'il s'agissait d'endroits en fait où François Bayrou avait réalisé quand même dans l'ensemble plutôt un bon score à l'élection présidentielle, et donc il avait la capacité à pouvoir exister. Et quand on regarde dans les endroits où il est présent, généralement, il a réalisé un score qui est relativement important, qui est certes nettement moins important que celui qu'avait réalisé François Bayrou à la présidentielle, à peu près 2 fois moins important, mais pour autant avec toujours une prégnance et une capacité à pouvoir peser sur les enjeux. Alors, parce que c'est la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que vont faire les électeurs du MoDem au deuxième tour? En dépit
des accords passés ou pas, d'ailleurs, dans certaines villes. Comment se comportent-ils en général? Qui sont-ils, ces électeurs du MoDem? Alors, les électeurs du MoDem sont quand même pour une bonne partie issus en fait de l'électorat de Bayrou et du premier tour de l'élection présidentielle. C'est un électorat qui est quand même assez composite, c'est-à-dire qu'il y a une histoire antérieure à la constitution du MoDem et avec des valeurs, des traditions, des comportements politiques qui sont relativement marqués, qui ont pour partie au cours de la campagne présidentielle été déçus par les positionnements de Ségolène Royal et par les positionnements de Nicolas Sarkozy. Mais ils gardent en eux un fond politique qui les amène au cours du second tour à adopter des comportements politiques qui sont, en fonction de leur localisation d'implantation, relativement différents. Si on regarde la manière dont sont comportés les électorats de François Bayrou à la présidentielle entre le premier et le second tour, en fonction de l'implantation géographique, ils pouvaient avoir des évolutions assez considérables. Par exemple, dans l'Est de la France, pour faire vite, ils ont voté très nettement en faveur de Nicolas Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle, et plutôt dans l'Ouest de la France, très nettement en faveur de Ségolène Royal. Alors, on a posé hier la question aux électeurs des listes MoDem, savoir non pas forcément leurs intentions de vote, mais leurs préférences de positionnement, voire d'alliance au second tour. Ils penchent effectivement nettement aujourd'hui en faveur de la gauche. Nous sommes dans un rapport... C'est quoi? C'est du 70-30 ou du 60-40? On est plutôt aux alentours de 60-40, 60-40. Pas non plus... C'est pas net, c'est pas non plus un raz-de-marée, mais pour autant, c'est de nature, en fait. On voit dans des endroits ou dans des circonscriptions ou des communes où la situation est plutôt tendue, une capacité à pouvoir faire basculer d'un côté ou de l'autre la balance. Jean-Marie Candovani, il va falloir quand même aussi y comprendre quelque chose dans ces consignes, parfois avec la gauche, parfois avec la droite. Quand on est électeur du MoDem, je sais pas ce qu'on peut penser. On dit d'habitude que les voies du Seigneur sont impénétrables. Là, ce sont les voies de François Bayrou qui sont impénétrables, sauf pour lui-même. Parce que lui-même, vous avez vu qu'il a pris ses garanties auprès du patron de la droite dans sa région, Alain Juppé, dont il s'est assuré le soutien en le soutenant lui-même à Bordeaux. Donc lui, il a mis toutes les chances. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. En tout cas, il a tenté de mettre toutes les chances de son côté. Par ailleurs, c'est vraiment en fonction des situations locales. L'accord à Marseille ne garantit pas l'élection de la gauche, parce que pour le coup, à Marseille, il reste malgré tout un fort volant de Front National et les réserves de la droite sont là plutôt. Donc ça va être en effet extrêmement serré. À Paris, c'est un petit peu dommage pour Bertrand Delanoë, parce qu'on comprend que sur le plan électoral, sa position soit suffisamment forte pour qu'il n'ait pas besoin du MoDem. Mais quand on regardait les débats hier soir à la télévision, dans les débats, Marielle de Sarnez était infiniment plus percutante, plus convaincante que les orateurs de la gauche, notamment Laurent Fabius qui était sur le plateau, qui était comme à son habitude, Laurent Fabius, alors que Marielle de Sarnez était très pointue et avec un discours qui était le discours de l'opposition, un discours d'opposition qui devait normalement la rapprocher des listes de Bertrand Delanoë. Donc pour Bertrand Delanoë, il y a probablement à la fois l'assurance que lui donne son résultat, et puis aussi une part de positionnement tactique à l'intérieur, évidemment, du Parti socialiste. Alors que, au fond, à Marseille, c'est assez curieux parce que, au fond, le vrai fils politique de Gaston Defferre, c'est Jean-Claude Gaudin. Et pourtant, c'est Guérini qui remet ses pas dans ceux de Gaston Defferre d'avant 77 en renouant ce qui a été l'historique majeur de cette ville pendant tant d'années, une alliance entre la gauche et le centre qui a conduit la ville pendant tant d'années sous la houlette de Gaston Defferre. Est-ce que les autres partis, ceux qui sont en concurrence pour justement ravir les mairies, est-ce qu'ils veulent vraiment du MoDem? Est-ce qu'ils veulent vraiment passer des accords? On a l'impression que ceux qui passent des accords, comme c'est le cas à Marseille, c'est ceux qui jouent un petit peu leur dernière chance, c'est-à-dire qui sentent que ce soit compliqué quand même sans le MoDem. Oui, en même temps, bon, si vous voulez, la présence du MoDem rappelle à l'actuelle majorité que l'ouverture n'est pas une alliance. Parce que l'ouverture, sa fonction, c'est évidemment d'élargir les bases du soutien au président de la République. Mais ça n'est pas une alliance. L'alliance, elle se fait de formation en formation. Et donc le fait que le MoDem soit resté un électron libre est évidemment un handicap pour cette majorité qui est privée justement de l'alliance de soutien qui lui permettrait probablement de mieux résister à la compétition. Maintenant, je ne sais pas de quoi sera fait le second tour, personne ne le sait d'ailleurs. Il y a simplement regardez quand il y a une alliance en bonne et due forme PS MoDem au premier tour, regardez à Dijon, c'est Bordeaux. Je veux dire, oui, mais pour le PS, c'est une voie royale, si j'ose dire. Ségolène ne s'y est pas trompée. Quel est le comportement justement de ces électeurs du MoDem dans les consignes? Est-ce que, d'une manière générale,
MoDem ou autre d'ailleurs. Est-ce que l'on suit les consignes qui sont données? Parce que c'est vrai qu'ils se donnent du mal pour essayer de nouer des accords. Est-ce que ça sert à quelque chose vraiment? Les élections de référence, on n'a pas beaucoup d'histoire, mais quand on regarde la présidentielle, les législatives, on a pu assister à très peu de comportements homogènes. Et si on regarde par exemple la situation à Paris et qu'on analyse en fait le comportement des électeurs de François Bayrou au premier tour de l'élection présidentielle, on peut quasiment en fait couper en deux la ville de Paris avec l'Est et l'Ouest. À l'Est, les électeurs du MoDem de premier tour ont voté très favorablement en faveur de Ségolène Royal, et à l'Ouest, ils ont voté très nettement en faveur de Nicolas Sarkozy. Donc, en dépit des signes qui avaient été donnés par François Bayrou, de son indication, non pas pour qui il avait voté, mais pour qui il n'avait pas voté, il n'y a pas eu de cohérence complète entre le positionnement et le fond du comportement politique des électeurs du MoDem. Les électeurs du MoDem sont avant tout attachés à trois aspects qui apparaissent comme étant centraux et après qui définissent leur positionnement politique. Ces trois aspects, c'est une question en fait de prise en compte de la question financière. Et on a bien vu en fait comment François Bayrou avait parlé de la dette, et les Français qui votent pour François Bayrou, qui votent pour le MoDem, estiment qu'il est excessivement important de prendre en compte la question des déficits, pris au sens large, déficit public, dette de l'État, déficit des comptes sociaux, en disant on ne peut pas se mettre et continuer à dépenser plus, de plus en plus, sans assurer l'avenir de nos enfants. Deuxième aspect, une dimension effectivement d'ouverture, mais avec un contenu derrière la question de l'ouverture et une attente que le projet politique porte avant tout la question de l'ouverture et savoir qui est autour de la table avec une forte direction qui est donnée. Puis le troisième aspect, dire il ne faut pas que les promesses de campagne soient uniquement des promesses et qu'elles s'évanouissent au soir de l'élection. Et donc la volonté qu'il puisse y avoir une cohérence dans l'action. Et donc si on analyse justement les comportements électoraux différents selon les localités, selon les circonscriptions, selon les zones géographiques, c'est en fonction de l'appréciation de ces électeurs du MoDem, de la capacité soit du candidat de droite, soit du candidat de gauche à pouvoir porter ses valeurs. Je peux me permettre, on parle beaucoup du MoDem, et on a raison, parce que en effet, bon, ils vont arbitrer, mais pour moi, un des éléments clés, c'est aussi la disparition progressive du Front National. Parce que quand même, on a vécu ces 25 dernières années sous le poids de la présence du Front National, sous le poids sur la vie démocratique, sur la vie tout court, sur le climat politique avait été quand même grandement détérioré par ce poids et cette présence du Front National. Le voilà qui tente à disparaître, donc ce qui est intéressant, ce sont les conséquences politiques de cela. Et dans les conséquences politiques, a priori, sous réserve de vérification ensuite, par les instituts de sondage notamment qui sonderont les reins et les cœurs, mais une part de l'électorat populaire du Front National fait retour progressivement vers la gauche. Et c'est ce qui donne de si beaux scores à la gauche, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. En tout cas, dans ces régions-là, il faudra regarder là où étaient les zones de force du Front National. Électorat qui a massivement approuvé et plébiscité Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle, le voilà qui est en train de refluer dans sa partie populaire vers la gauche. Donc c'est d'une certaine façon une double bonne nouvelle, parce que d'abord le Front National quitte la scène, et d'autre part une part de la gauche retrouve la part de cet électorat populaire qui lui faisait défaut jusqu'à présent. Il y a un troisième élément, le MoDem, le Front National, c'est vrai, qu'on peut remarquer, c'est l'abstention. Alors on a vu qu'il y avait une certaine dose d'abstention lors de ce premier tour, et notamment qu'a priori, c'était plutôt les électeurs de Nicolas Sarkozy qui ne s'étaient pas rendus aux urnes. Est-ce que vous le confirmez? Et est-ce que ça peut durer également lors du deuxième tour? C'est un peu plus, effectivement, il est un peu plus composé d'électeurs de Nicolas Sarkozy que de l'ensemble de la population. C'est un électorat qui, pour partie, a été interrogatif autour de la forme de présidence aujourd'hui menée. Quand on regarde, il y a peut-être une différence parmi les abstentionnistes entre une attitude à l'égard du gouvernement d'un côté et à l'égard du président de la République de l'autre. Le gouvernement, dans l'ensemble, on le voit, est plutôt populaire, et d'ailleurs les ministres, lorsqu'ils ont été candidats, ont plutôt réalisé de bons scores. En tout cas, il n'y a pas eu l'utilisation d'un ministre dans sa circonscription ou dans sa commune pour faire en sorte qu'il puisse rencontrer un certain nombre de difficultés électorales, mis à part, on a parlé de Xavier Darcos, mais c'est quasiment une des seules personnes aujourd'hui à être véritablement en difficulté en son nom. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a une critique à l'égard de la manière dont la présidence de la République aujourd'hui est exercée, autour d'une critique d'un pouvoir qui parfois apparaît un petit peu accaparé par une seule personne, et puis surtout une dimension de communication qui apparaît comme étant plutôt différente et déstabilisante pour une partie de l'électorat, qui est un électorat qui est assez traditionnel. Et quand on regarde, il est même pour partie un peu plus âgé que la moyenne
de l'ensemble de l'électorat traditionnel. Donc c'est voilà, des personnes un peu âgées, plutôt à droite, qui estiment en fait que la manière dont Nicolas Sarkozy gère la France aujourd'hui, ou en tout cas se comporte en tant que président de la République, n'est pas exactement dans les codes et représentations qu'il se faisait de la fonction présidentielle. En même temps, sur les élections les moins politiques, enfin au sens à enjeu national que des élections, le rapport de force vrai dans le pays, on le mesurera au cantonal. On a commencé de le mesurer. On a commencé de le mesurer avec une net progrès de la gauche qui est autour de 47%, je crois, à ces élections cantonales. On verra au deuxième tour ce que ça donne, mais là est vraiment la mesure du rapport des forces politiques dans le pays, parce que on l'oublie toujours, mais un canton c'est une micro-circonscription en fait, et c'est un peu comme c'est le mode de scrutin est calé sur celui de législative. On a vraiment là une mesure plus exacte que dans des élections municipales où regardez le score à Bordeaux de Ségolène Royal, qui est un score confortable, comme dans beaucoup de grandes villes, où elle l'a emporté dans énormément de grandes villes, et puis il y a presque un plébiscite pour Alain Juppé dans cette même ville. Donc le facteur personnel et le facteur bilan du maire, le facteur prime au maire sortant, quand ce bilan est bon, est évidemment très important. Donc regardons les cantonales si on veut regarder le rapport des forces, où on verra d'ailleurs que la gauche a très très bien progressé, mais que la droite a maintenu ses positions. Simplement, avec les transferts dont on a parlé tout à l'heure, on voit que la gauche se retrouve en bien meilleure posture qu'elle ne pouvait l'être il y a quelques années. Très bien, mais on en parlait tout à l'heure justement à l'occasion du dernier plateau de cette émission avec des personnalités qui se sont présentées au cantonal. Merci beaucoup à tous les deux. On va maintenant évidemment développer plusieurs plateaux, je vous l'ai dit. Là, c'est un plateau de sénateurs dans quelques secondes où on va parler des alliances bien sûr, et on va parler également, on va revenir sur le MoDem. Et d'ailleurs, Nicolas Béard a fait le tour des villes un petit peu où le MoDem forcément allait jouer un rôle. On regarde ça. Le MoDem, tout le monde en veut, ou presque. Le parti de François Bayrou aura un rôle de pivot dans de nombreuses villes de France. C'est le cas dans toutes ces communes où ses candidats dépassent les 10%. À Pau, le chef de file du MoDem se retrouve au cœur d'une triangulaire. En échange d'un accord global, l'UMP lâcherait le maire sortant et appellerait à voter Bayrou. Une option qui pourrait faire réfléchir le leader centriste, qui arrive en deuxième position, avec 33,87% des voix, derrière la candidate socialiste. Le bal des courtisans a donc commencé aujourd'hui. L'UMP s'est dit prête à négocier en région parisienne et à Saint-Étienne. À Marseille, le MoDem fusionnera ses listes avec celle du candidat socialiste, Jean-Noël Guérini, au coude à coude avec le maire sortant UMP, Jean-Claude Gaudin. Dans les villes où le mouvement démocrate réalise des scores compris entre 5 et 10%, comme à Toulouse ou Périgueux, là encore, il pourrait faire pencher la balance. Là où il n'est pas qualifié pour le second tour, ce sont les électeurs centristes qu'il faudra directement séduire. Pour le moment, François Bayrou ne donne pas de consigne de vote et renvoie les électeurs à leurs responsabilités. Le MoDem sera donc un allié ponctuel, mais pas incontournable. Voilà, on est en train de s'installer sur le plateau, on est bien sûr en direct, on va parler des alliances, messieurs. Ils sont en train de comparer leur score. Merci beaucoup d'être là tous les quatre. David Assouline, sénateur PS de Paris. Alors je précise vous étiez en deuxième position, vous êtes toujours d'ailleurs sur la liste de Frédéric Calandra dans le 20e arrondissement de Paris, qui a réalisé plus de 38% au premier tour devant le maire sortant dissident socialiste Michel Charzat, qui a fait 16%. Bon, donc a priori pas de gros problèmes normalement. Philippe Nogris. Là, il faut spécifier que donc la droite n'est pas au deuxième tour. Et la droite absolument n'est pas au deuxième tour. Voilà, Philippe Nogris. Ne commencez pas, on n'a pas commencé le débat. Philippe Nogris, sénateur d'Ille-et-Vilaine, Union centriste bien sûr. Jean Desessarts pour les Verts, sénateur de Paris. Et puis Philippe Dallier qui a été lui réélu comme maire de Pavillon-sous-Bois avec près de 70% des voix. Oui, voilà, c'est un score, c'est pas la première fois. J'ai fait un peu moins bien qu'en 2001. Combien ? 75 en 2001. Ah bah oui, alors à quoi vous l'attribuez cette baisse ? Il y avait une liste MoDem qui a fait 6%. Ah bah voilà, c'est bien. C'était une bonne façon d'introduire le débat. On va évidemment pas parler que du MoDem parce que ça va pas être le leitmotiv toute la soirée. Néanmoins, vous êtes au courant, et je les rappelle, des dernières nouvelles. Donc l'accord à Marseille et la fusion même entre les listes MoDem et les listes socialistes. Et puis à Paris, en revanche, il y aura pas d'accord du tout entre le MoDem et Bertrand Delanoë, les listes de Bertrand Delanoë. On a donc des accords ou non selon les villes, complètement différents. Vous y retrouvez comment, vous, là-dessus ? Moi, j'ai toujours eu l'impression que la politique, c'était monotone. Et depuis que le MoDem est créé... c'est sûr que le MoDem met l'ambiance, là. Depuis que le MoDem est créé, je trouve que ça s'anime un petit peu. Et qu'on est en train de faire bouger les repères. Depuis le temps qu'on l'explique, ça fait plus d'un an qu'on essaye d'expliquer gauche-droite, ça n'existe plus, c'est vraiment les conservateurs qui pensent encore à ça. Nous, on s'intéresse à des projets, à des hommes et à des femmes.
Et du reste, les gens, quand ils votent pas pour la municipalité PS ou PC ou UMP, ils votent pour un homme qui a eu un projet, qui l'a réalisé. Donc à ce moment-là, c'est pour son bilan, ou qui va proposer une alternative et on vote pour cette alternative. Oui, mais si c'était si vrai que cela... Enfin, c'est vrai que je partage cette analyse. Sauf que si le MoDem pouvait vraiment, sincèrement tenir ce discours, se prononcer sur le bilan du maire, il pouvait le faire avant le premier tour. Or, ce que l'on constate, c'est que le MoDem attend le soir du premier tour pour choisir quel est celui qui est le mieux placé. Donc, je trouve que le raisonnement est un peu entaché quand même et un peu suspect à mes yeux. Parce que le MoDem fait son marché. Je regarde qui a le plus de chances de me donner les places et puis on y va. C'est quand même un peu le sentiment que ça me donne. Et sur Marseille, ça saute aux yeux. C'est particulièrement vrai. Donc, c'est quand même un peu dérangeant. Et je pense que les Français sont en train d'y perdre la boule, ou de perdre le nord. Le MoDem s'était téléphoné que ça soit avec la gauche, Jamais il a envisagé de faire avec Gaudin. Non, alors, peut-être qu'à Marseille, effectivement, et puis la gauche, à la limite, on a plus besoin à Marseille. Je n'ai pas dit que le MoDem ne faisait qu'avec la gauche, mais en ce qui concerne Marseille, ils ont toujours dit que ce serait principalement avec la gauche. À Paris, ils ont dit que ce serait principalement avec la gauche. D'ailleurs, lorsqu'ils ont commencé à discuter un petit peu, ils ont perdu des points. Le MoDem était à 10-11% en début une semaine avant les élections. Et comme Marielle de Sarnez a hésité à laisser croire justement qu'elle faisait son marché, elle a perdu 2 ou 3 points. Alors, David Assouline, j'imagine que vous vous réjouissez de cette fusion entre le MoDem et le PS à Marseille. Ça ne vous met pas à l'aise, on parlait de repères tout à l'heure, ça ne vous met pas mal à l'aise le fait que ce même MoDem qui s'allie avec le PS à Marseille s'est allié avec Alain Juppé à Bordeaux? Je veux dire, ça c'est le problème très important que porte François Bayrou lui-même dans sa stratégie. Ça fait depuis le lendemain du premier tour de la présidentielle qu'on lui demande de choisir clairement. Il a dit des choses très dures sur Nicolas Sarkozy et sa politique. La logique politique était qu'il choisisse d'être dans l'opposition avec l'opposition et essayer de bâtir un contrat de gouvernement avec nous. Il n'a pas voulu faire ce choix parce qu'effectivement, il est dans quelque chose qui est la préparation d'une future présidentielle en essayant de rester dans cette confusion. Mais localement, il y a certains qui interprètent ce message comme et qui ont une longue tradition de droite. Ils sont MoDem, mais c'est vraiment leur camp qui ont franchement dit nous localement on est obligé de répondre aux habitants, on a des comptes à rendre et ils se sont mis par exemple pour certains comme à Bordeaux avec Alain Juppé. Et puis donc vous comprenez l'attitude d'Alain Juppé de s'allier au MoDem comme vous faites à Marseille? J'ai pas à comprendre, je constate que certains font ça, puis d'autres qui sont sur une trajectoire de rupture avec la droite, qui localement ont créé des synergies avec des bons maires, et dès le premier tour, et dans la clarté, comme à Dijon ou comme à Lyon, et on voit que dans ces cas-là, on passe dès le premier tour. Et puis, il y a maintenant quelqu'un comme Jean-Luc Benamias, on sait très bien qu'il partage beaucoup plus les valeurs de Jean-Noël Guérini que celles de Gaudin. Donc on peut pas dire que c'est seulement. Mais ça aurait été effectivement peut-être plus clair que les choses soient dites au premier tour. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que la question qui est posée maintenant de toute façon au MoDem pour l'avenir, c'est qu'effectivement il soit plus clair et qu'il soit dans une stratégie politique lisible qui permette des partenaires. En tous les cas, nous, en tous les cas, moi, au Parti socialiste, je considère que on peut apprécier localement les équipes. Quand c'est sur un projet socialiste, un projet de gauche, il faut s'ouvrir. Il faut arrêter les faux semblants. Ils l'ont fait, les maires socialistes à la base, qui avaient un MoDem, qui adhéraient à leur projet. Et puis d'autres, à travers ce que disait François Hollande et même d'autres, que c'était pas aussi clair que ça, qu'il fallait passer des alliances coûte que coûte, et notamment avec le MoDem. À l'intérieur du PS, il y a des avis quand même qui sont divergents. Coûte que coûte veut rien dire. Je veux finir pour que ce soit clair là-dessus. Le coûte que coûte veut rien dire dans la situation de flou de l'appareil MoDem national de François Bayrou. Mais quand c'est nécessaire, notamment pour conquérir une ville, et quand c'est possible, et le possible pour moi, c'est sur un projet, dans la clarté, sur le projet de premier tour du candidat de gauche, et dans la transparence, pas en combinaison électorale. J'adore entendre tout ce que j'entends sur les plateaux actuellement, c'est-à-dire que tout le monde s'occupe du MoDem.
Tout le monde donne des conseils. Ils devraient faire ci, ils devraient faire cela. Ils sont flous. Il faut qu'ils mettent de l'ordre. Mais nous, on y voit très clair. On sait très bien où on va les uns et les autres. Simplement, si vous me dites que la France est la même à Marseille et à Brest, je vous dis non. Que la France est la même à Bordeaux et à Strasbourg, je vous dis non. Alors c'est quoi un bon maire pour vous? Parce que François Bayrou, c'est quelqu'un qui a un projet, qui le conduit et qui mène sa ville vers le succès. Donc Jean-Claude Gaudin, pour vous, c'est pas un bon maire. Les Français ont considéré. D'abord, Jean-Claude Gaudin, moi je suis breton. Non, moi je suis breton. Non, mais j'essaie de donner un peu de logique. Laissez parler Philippe Negris. Mais écoutez, j'attends vos conseils. Voilà. Il n'est pas question de dire Jean-Claude Gaudin, c'est un mauvais maire. Ou c'est bien le sujet. Mais non, c'est pas le sujet. Ah ben si. Mais non. Il a été constaté sur Marseille qu'il y avait nécessité aujourd'hui à regarder ce que proposait Guérini. Bon. Ceux qui sont sur place ont estimé qu'il fallait soutenir Guérini. Je vais pas vous donner mon point de vue à moi. Si j'étais en Bretagne, je vous dirais ce qu'il en est. Mais là, c'est leur choix. Bon, il faut le respecter. Les gens, c'est ce qu'ils attendent. De la transparence, de la vérité, et non pas des ententes de couloir préalables, comme tu le réclames. On n'a pas besoin d'entente préalable. Il faut quand même bien qu'on voit ce qui se passe au cours de la campagne, qu'on voit ce qui se passe au cours de l'élection du premier tour, et à ce moment-là, on voit quel est celui qui parle. Faire du modem. Mais il a du mal à être le centre dans la vie politique. On va pas en faire le centre de l'élection municipale. Le centre de l'élection présidentielle, néanmoins. Parce que pour nous, il s'agit d'abord de rassembler la gauche. Peut-être pas dans le 20e arrondissement, on en parlera tout à l'heure de Paris, peut-être pas dans le 20e arrondissement, mais à Marseille, et même à Paris d'une certaine façon, et dans d'autres cas, à Pau, à Toulouse, etc. Le modem, évidemment, est incontournable d'une certaine façon. On va bien être obligé de traiter. Oui, il est contourné. Alors les verts. Incontournables. Les verts incontournables. C'est ce que j'allais vous dire. Les verts incontournables. Finalement, vous avez un petit peu à l'arrache trouvé un accord à Paris avec Bertrand Delanoë, mais sur le plan national, là aujourd'hui, vous vous situez comment? Est-ce que vous êtes satisfait de cette élection, de ce premier tour? Assez. On a eu des bonnes surprises, on a des très bons résultats aux élections cantonales, donc c'est un signe. Et si je dis les cantonales en premier, parce que justement les électeurs manifestent une préférence politique nationale. Et on est très content qu'après une période difficile qui était les présidentielles, eh bien on ait des scores à plus de 2 chiffres pour nos candidats au cantonal. Donc on a une très bonne surprise. Ce qui veut dire que les gens nous attribuent effectivement cette dimension de défense de l'environnement. Ils y reviennent. Et je vais vous dire, au municipal, on a eu des bons scores, moins, parce qu'il se fait un phénomène au municipal où les gens veulent voter utile au premier tour. Donc ils disent, si. Ils disent donc on élimine, faut qu'on élimine. Et qui est-ce qui va éliminer? C'est souvent un socialiste. Et donc on met plus de voix pour le gestionnaire qui est capable de faire le changement. Et donc comme nous on n'apparaît pas, sauf dans les endroits où on est maire, on est tête de liste, et là on fait des très bons scores, comme les socialistes d'ailleurs. Et mais dans les endroits où on gère pas directement, eh bien on fait moins qu'au cantonal, puisque il y a un bonus pour le gestionnaire, soit parce qu'il gère déjà, soit parce qu'il va remplacer le gestionnaire. Je suis pas sûr que Philippe Dallier soit d'accord avec vous sur le côté du vote utile. Non, je vais vous donner, parce qu'un pavillon sous bois, il va vous le dire. Le PS ne fait que combien? 14,5. Et les Verts? 9,31. Vous voyez bien que quand il n'y a pas la dimension gestionnaire, puisque là c'était clair que le PS n'allait pas renverser M. Dallier, eh bien la différence est de 14-9. On a dans certains endroits, avec le Parti Socialiste, lorsque ça se situe sur le plan des idées, nous on fait 11-12, et le PS dans certains endroits fait 20%. Ouais. Quand il a dans la dynamique de gestionnaire, il a beaucoup plus, puisque là, il a les gens qui votent pour lui, non seulement pour l'idéologie, mais pour vote utile. Philippe Dallier, est-ce que vous vous en plaignez justement de cette absence de vote utile? À droite, on dit que les abstentionnistes étaient surtout des gens qui ont voté Nicolas Sarkozy au premier tour. Je n'en sais rien, parce qu'on nous annonçait une déconfiture gigantesque pour les candidats issus de la majorité, et honnêtement, ça ne s'est pas produit. Et si je prends le département de la Seine... Paris. Écoutez, Paris est certainement un cas particulier, on en parlera. Mais prenez la Seine-Saint-Denis, qui n'est quand même pas un département très facile pour les couleurs
de la droite républicaine. Il y a 22 maires qui ont été réélus au premier tour en Seine-Saint-Denis. Il y en a quasiment la moitié de la majorité, la moitié de l'opposition. C'est la première fois que ça se produit. Et à droite comme à gauche, les maires qui ont été réélus au premier tour l'ont été avec des scores qui va très au-delà du score de leur camp politique. C'est donc que les gens ont d'abord jugé l'homme ou la femme qui était en place et qui était à la tête de la commune. Et c'est ce qui fait qu'on peut faire 60-70%. Énormément de maires en Seine-Saint-Denis, de droite et de gauche, ont dépassé les 60% en étant élus au premier tour. C'est donc la preuve que les gens ont d'abord jugé le bilan et le projet du maire qui est en place. On est bien d'accord. David Assouline. Oui, moi je crois qu'il faut pondérer ça, c'est évident. C'est une élection municipale, l'apport personnel, la gestion, surtout quand c'est un maire sortant, l'aura du candidat compte, mais nier la dimension de sanction nationale de la politique de la droite. C'est le PS qui a parlé d'avertissement au premier tour, en attendant une sanction au deuxième. Oui, on n'en est pas là. Hein. Je veux pas être dans le commentaire. Je constate que l'avertissement n'a pas été entendu et qu'il va falloir la sanction. Pourquoi? Parce que sur les plateaux, depuis hier, il y a des gens comme vous qui n'ont pas entendu que les Français sont vraiment en colère sur les questions du pouvoir d'achat, sur la façon dont le luxe et les privilèges s'étalent, notamment avec le scandale du MEDEF, avec les patrons qui s'augmentent de 140% pendant que se serre la vis. Et ils ont effectivement lancé un avertissement. Et puis vous avez dit depuis hier sur les plateaux, on continuera, et puis regardez, c'est pas si mal, on a limité la casse et tout. Alors il faut que les Français vous le fassent comprendre un peu mieux, et il faut qu'ils viennent aux urnes pour que vous entendiez le message, et que vous changiez de politique, parce qu'il faut que la France arrête d'être tirée vers le bas, comme depuis 8 mois. Mais là, vous nationalisez l'enjeu, est-ce que vous êtes d'accord justement avec ça? Moi, je pense qu'il y a deux mouvements de fond dans ces élections municipales. Moi, je parle pas d'avertissement parce que il y a pour un certain nombre de Français, c'est clair, la droite ne peut pas résoudre des problèmes sociaux, donc c'est pas simplement un avertissement pour qu'ils changent, hein, c'est un ras-le-bol. Et le ras-le-bol vient pas simplement de ces élections depuis que Sarkozy il a des propos égarés au salon de l'agriculture. Ça date déjà des régionales. Déjà, on l'avait vu, 20 régions qui passent à gauche, ça signifiait qu'il y avait un sursaut social. Le non au traité constitutionnel européen traduisait aussi une angoisse sociale. Les européennes, eh bien, c'était aussi un vote pour la gauche. Donc, la seule question qu'on peut se poser, voilà. Et on n'a pas ça dans les résultats du premier tour. Attendez. Les présidentielles, je suis d'accord. Pourquoi la gauche a-t-elle échoué aux présidentielles alors qu'il y a un ras-le-bol de la droite et de la politique de déstructuration du social? Voilà. Ça, c'est une vraie question qui est posée. On en débattra, je pense, les prochaines années. Aux législatives, on a eu 2 temps. Un premier tour qui a dit qu'il faut conforter Sarkozy, et un deuxième tour où le social est revenu. Donc ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. C'est une tendance lourde. Non, je finis. Ça, c'est la tendance lourde, et qui est que les gens en ont ras-le-bol, ils veulent changer les choses. Et il y a un deuxième élément très important, c'est que les gens se réfugient quand même dans une gestion communale. Et quel que soit, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire qu'ils n'ont pas ils veulent de la sécurité, les gens, d'une façon générale, aussi bien sociale que les choses ne bougent pas trop. Et quand ils sont habitués à un maire qui les écoute. Quand vous dites ça, c'est valable pour la droite et pour la gauche. Si le maire est bon, il est réellement. Mais c'est 2 mouvements. Il y a un mouvement national de recherche du social, et il y a quand même une montée de la gauche à ces élections, et ce n'est pas fini. Dimanche prochain aussi. Et le besoin. Les bons maires de gauche amplifient leurs résultats. Mais écoutez, les bons maires de droite, alors, écoutez, moi j'ai fait 70% en Seine-Saint-Denis. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais comme je suis pas un commentateur, j'ai pas envie de vous balancer des chiffres, il y a les journalistes pour le faire. En tous les cas, ils ont été unanimes pour souligner ce matin qu'il y avait une nette poussée à gauche, et donc ça a conforté. Ça n'est pas 2004, mais ne ça confondez a pas les conforté. choses. Vous dites, c'est pas un test national. S'il y a une poussée à gauche, c'est que les maires de gauche sont meilleurs, si c'est pas le test national. Mais il faut que vous choisissiez votre analyse. Moi, je dis c'est les deux. Non. Les maires de gauche sont bons, et il y a une sanction, il y a un investissement au gouvernement. Est-ce qu'on pourrait se rappeler ce qui a été dit tout au long du débat, c'est qu'on ne votait ni pour la gauche ni pour la droite, on votait pour un projet et pour un homme et une équipe. Un homme et une équipe. Et ça, je crois que c'est très important, d'autant plus que, en dehors de gens comme nous, qui sommes des parlementaires, qui avons le destin de la France quelque part dans nos votes, en dehors de nous, qui est-ce qui parle politique au niveau, qui est-ce qui parle politique au niveau des municipales, en dehors de la région parisienne, en dehors de
Paris, messieurs, vous êtes tous de Paris, de la couronne parisienne. Essayez d'aller voir un petit peu en province. En province, nous sommes en train de nous battre pour survivre, nous sommes en train de nous battre pour un développement harmonieux, nous sommes en train de nous battre pour ne pas être mis à l'écart. Et ça, les gens, et ça, il faut quand même mettre quelque chose, sur la table, c'est l'effet de la décentralisation. La décentralisation a donné beaucoup de compétences aux municipalités, les a chargées de responsabilités. Et ça, les citoyens s'en seront rendus compte, car finalement, l'élection municipale, c'est l'élection du quotidien. C'est la vie quotidienne que l'on est en train de traiter quand on élit son maire. Et c'est pas la grande politique. Et la politique, elle n'est faite que par les grandes villes. Mais manque de peau, pour moi, il n'y a que 5 grandes villes en France. C'est tout. Et il y a 36 000 communes. J'aimerais bien qu'on s'occupe des 39 995 communes. Il y a quand même pas la même, c'est pas le même nombre d'habitants. Mais moi, je trouve quand même drôle qu'on puisse dire des choses comme ça, alors que si on regarde la couleur politique d'une ville au présidentiel ou législatif, souvent, c'est la même couleur politique du maire. Alors, après, que les gens disent... Pas toujours, notamment dans les grandes villes. Pas toujours, mais combien? 50-50? Ou c'est quasiment 80%? Mais c'est 80%. Non, mais je ne veux pas parler que de Bordeaux ce soir, mais c'est vrai que là, c'est un score quand même qui est assez incompréhensible dans la mesure où Ségolène Royal avait fait un score remarquable à Bordeaux. Parce que Juppé est un très bon maire de Bordeaux. Je vais vous dire aussi, il y a une particularité à cette municipale qu'il n'y a pas eu en 2001 et avant, c'est que, comme par enchantement, dans le dernier mois, UMP ou Nicolas Sarkozy ou la photo du président avait disparu comme par enchantement, et ça devenait des maires apolitiques, au service des citoyens, qui n'avaient plus d'étiquette. Alors ça a brouillé les cartes, effectivement. Mais est-ce que vous prenez les Français pour des imbéciles? Nous, en tous les cas, les maires socialistes n'ont pas mis leur drapeau dans la poche, les maires socialistes n'ont pas mis leur drapeau dans la poche, et je préfère cette transparence-là. Est-ce que vous prenez les Français pour des imbéciles? Les Français connaissent leurs élus. Les Français connaissent leurs élus. Les prendre pour des imbéciles. Les Français connaissent leur maire, savent de quelle tendance politique il est, alors qu'il affiche ou non son étiquette, ils savent très bien quelles sont ses convictions politiques. Maintenant, on n'est pas forcément un bon maire parce qu'on est de gauche ou un mauvais maire parce qu'on est de droite ou le contraire. On est bon parce qu'on est bon, on est mauvais parce qu'on est mauvais. Et les résultats que l'on constate, et c'est particulièrement vrai en Seine-Saint-Denis, il dépend du bilan du maire. Il dépend. Assez souvent d'accord avec la droite au Sénat. Peut-être qu'à l'Assemblée le MoDem est. Vous faites de la politique politicienne telle que les Français ne l'aiment pas. Et pour cette élection locale, vous vous trompez de débat. Nous parlez des patrons du CAC 40. Vous pensez que les 36 000 maires de France ont quoi que ce soit à voir avec les UMM ou les patrons du CAC 40? Vous vous trompez de débat. Non, un maire de droite, en général, il ne cherche pas à faire 20% de logements sociaux dans sa commune. Voilà, c'est comme ça. Et donc, il y a des politiques locales de droite et des politiques locales de gauche. Et très souvent, d'ailleurs, je constate que des modems localement le reconnaissent, et c'est pour ça qu'ils s'allient à la gauche. Votre sentiment, c'est qu'au deuxième tour que l'on vivra donc dimanche, le débat va encore plus se nationaliser, c'est-à-dire que effectivement il va se passer ce que vous dites là, ou que là effectivement va ressortir l'aspect local. C'est le contraire qui va ressortir. Franchement, il faut voir ce qui s'est passé là. Il est évident qu'on élit une personnalité, une équipe avec un projet. Et je pense qu'il y a des projets de gauche et de droite. Il n'y a pas seulement, c'est parce que quand vous dites un bon ou un mauvais, ça ne veut pas dire grand chose. Il peut y avoir, les Français savent très bien ce que ça veut dire. Mais si. Je vais vous dire, on n'est pas des chefs, nous ne sommes pas des chefs d'entreprise. Ça veut dire qu'on peut être un bon gestionnaire, on peut être compétent. Laissez-moi finir. D'accord. Alors moi je vous dis que dans une situation où il y a d'énormes difficultés de vie quotidienne des Français, ce n'est pas indifférent quand on met le soutien scolaire individualisé, le logement social, la lutte contre la spéculation immobilière. 44% en 6 ans, il a été battu, je l'ai battu en 95. Voilà. Le pouvoir d'achat de mes concitoyens, c'est pas la gauche qui s'en est préoccupée. On est obligé d'équilibrer les temps de parole. Oui, mais lui, il crie quand même. On est sur un plateau, vous êtes à 1 mètre de moi, hein. C'est très symptomatique de la France politique. Il y en a que pour les Parisiens. Moi, j'aimerais bien que de fait, on parle un petit peu. On donne la parole à la province. Allez-y, Philippe Meurice. Populiste, là, restez. Non, pas populiste. Je dis que c'est la France telle qu'elle est. Je connais la France. Et quand on ne sort pas du périphérique, c'est vrai que quand on ne sort pas du périphérique, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, ce que je constate, c'est que les gens sont de plus en plus, et de César l'a bien dit tout à l'heure, les gens sont très inquiets. Et ils sont inquiets pourquoi? Parce que le monde politique n'arrive pas à dire la vérité.
Et ce que nous voulons au MoDem, c'est justement dire la vérité aux gens. On a commencé à le faire au moment des présidentielles, où dès le départ on a dit l'important c'est la dette, tout le monde riait. Et puis maintenant, tout le monde ne parle plus que de ça. L'important, c'est la dette. La preuve, c'est que le président Sarkozy, je trouve, l'a compris, puisque le pouvoir d'achat, il s'aperçoit que, bah oui, c'est pas très facile de l'améliorer. Donc, je crois que les projets essentiels ont été mis sur la table grâce à la transparence que François Bayrou a su mettre dans les présidentielles. Et nous essayons de continuer avec les municipales et avec les cantonales. Et nous nous mettons le plus possible à l'écoute de la population. Et au lieu de balancer continuellement, comme le font les politiques, des solutions, on est en train d'être à l'écoute des Français et de voir quelles sont leurs attentes. Et quand on aura véritablement compris, les uns et les autres, quelles sont leurs attentes, on y répondra, au lieu de se croire, parce qu'on est maire depuis un mandat, 2 mandats ou 3 mandats, que de toute façon on a la solution pour tout, eh bien on s'apercevra que ça va pas. Avant de donner la parole à Jean Desessarts, je voulais, excusez-moi, avant de donner la parole les citoyens, je n'ai à Jean Desessarts, je voulais vous donner une dépêche qui tombe où Renaud Dutreil annonce son retrait à Reims, mais n'appellera pas à voter pour Catherine Vautrin, qui était sa rivale, on le sait, du gouvernement, on va dire. Donc voilà, vous avez vu qu'on vous tient au courant effectivement des dépêches qui tombent au fur et à mesure de cette soirée, puisque nous sommes en direct. La conclusion avec Jean Desessarts. La première conclusion, c'est qu'il y a un mouvement de fond pour la gauche. Les gens refusent de faire les frais de la mondialisation libérale, c'est-à-dire des salaires de plus en plus bas, puisqu'on parle souvent de pouvoir d'achat, mais c'est un faux problème, le pouvoir d'achat. Ah bon, c'est un problème. Mais non. C'est un vrai problème parce que les gens ne peuvent pas payer. Mais la droite, vous n'arriverez pas à le régler, puisque vous voulez des salaires de plus en plus petits pour faire la concurrence mondiale. Oui, c'est ça le problème. Caricature, honnêtement, là, on fait fort. C'est la conclusion. On laisse terminer. Mais vous verrez que vous ne pourrez pas le régler. Parce que si vous augmentez les salaires, on vous l'a déjà proposé. Combien sous gouvernement Villepin? Vous l'en souvenez quand même? Vous n'augmentez pas les salaires baissent et la vie augmente. Donc c'est ça le pouvoir d'achat. Et alors, on ne peut pas baisser le prix agricole, les prix. Le problème du logement, il y a une spéculation. Donc si on n'augmente pas les salaires et si on ne met pas fin à la spéculation sur le logement, on réglera pas le pouvoir d'achat. Très bien. Il y a un mouvement de fond pour la gauche. Est-ce que ça va s'exprimer au deuxième tour? En partie. Non. Et les gens attendent qu'il y ait un projet de gauche solide. On verra ça, on en parlera sûrement lundi prochain dans un autre super lundi qui fera un peu l'analyse de ces résultats. Oui. On n'est pas des commentateurs, il nous reste une semaine pour que, effectivement, il y ait moins d'une semaine, plus que 6 jours. Très bien, merci beaucoup messieurs, on va recentrer le débat maintenant sur Paris avec d'autres invités qui sont évidemment concernés par les élections à Paris. Merci beaucoup. Merci. On accueille notre troisième plateau qui sera donc centré sur Paris. Merci à tous les 4 d'être présents ce soir. Philippe Meyer, alors je vais donner également vos résultats en même temps pour que tout le monde soit au courant chez les téléspectateurs. Philippe Meyer, pour le MoDem, vous êtes dans le 5e arrondissement. Vous avez obtenu 14,34% face d'une part à Jean Tibéry qui est près de 38 et Lincoln Soal pour le PS 34,70 on va dire. Les Verts, eux, ont obtenu 5,45 dans cet arrondissement. Et on a appris ce soir évidemment que vous vous maintenez puisque c'est la consigne générale dès lors qu'il n'y a pas eu d'accord, contrairement à Marseille, entre le PS à Paris et le MoDem. Voilà. C'est peut-être pas tout à fait la raison. Vous allez nous expliquer. Anne Hidalgo, qui est tête de liste dans le 15e, qui est arrivée en tête avec 35,87% des voix devant Philippe Goujon, qui est présent également sur ce plateau, 33,94%. Il y a un paramètre, c'est Gérard Daboville, d'hiver droite, qui a
eu un peu plus de 10% et qui apparemment pour l'instant se maintient. On va voir comment tout cela va se passer. Et puis donc Philippe Goujon, voilà, qui est présent et qui sera face à Anne Hidalgo donc dans 6 jours exactement. Et Yves Contasso, qui est tête de liste vert dans le 13e arrondissement, qui obtient 6,47 face à Jérôme Coumet pour le PS, qui a obtenu presque 50% juste en dessous, et Véronique Vasseur pour l'UMP 21,35. Voilà. Alors on a évidemment beaucoup parlé du MoDem. On va aussi l'évoquer parce que Paris est un cas exactement opposé de ce qui se passe à Marseille. On a appris au début de la soirée qu'à Marseille un accord et une fusion avait été trouvé entre le MoDem et les listes PS de Jean-Noël Guérini. À Paris, c'est exactement le contraire. C'est pour ça que vous maintenez, ou de toute façon vous seriez maintenu? Non, à Paris, c'est pas exactement le contraire. C'est pas qu'un accord n'a pas été trouvé, c'est qu'aucune discussion n'a eu lieu, ce qui est quand même extrêmement différent. Enfin, Bertrand Delanoë vous a dit on peut travailler ensemble après les élections. Oui, enfin, effectivement, c'est une façon de dire aux gens, pas mal joué, vous pouvez choisir la sauce à laquelle vous serez mangé. Mais si vous ne voulez pas être mangé, comme dans la célèbre caricature d'avant la Révolution, vous sortez de la question. Donc, la raison fondamentale, c'est évidemment que s'il n'y a pas de discussion sur le contenu, et si comme j'en ai eu, moi, le sentiment depuis maintenant une bonne quinzaine de jours, si la position prise par Bertrand Delanoë est une position qui consiste à dire « je veux des vassaux, je veux des supplétifs », je ne vois pas pourquoi nous irions, ni moi à titre personnel, ni le MoDem. Il me semble que ça n'est ni... C'est pas faute d'avoir fait des appels d'offres quand même. On a entendu Marielle de Sarnez notamment hier soir, qui a quand même laissé plus que la porte ouverte, quoi, pour des propositions de discussion. Et donc vous en concluez quoi? J'en conclus que le PS à Paris a une attitude différente de celui de Marseille. Mais peut-être qu'Anne Hidalgo va nous le préciser. D'abord, je retiens pas bien sûr les mots un peu violents que j'ai entendus, mais c'est pas récent. Si les vassaux, tout ça, bon, enfin bref, c'est pas notre langage, c'est pas notre culture politique. Simplement, Bertrand Delanoë avait, avant le premier tour et à maintes reprises, appelé le MoDem à clarifier sa position, en disant pourquoi pas, avant le premier tour, dans la clarté, dans la transparence vis-à-vis des électeurs, menons les discussions. Bien sûr qu'il y a des points de convergence qui ont été énoncés, sur lesquels on a pris acte régulièrement. Le MoDem, c'est pas l'UMP, c'est pas du tout la même attitude à l'égard ni de la politique municipale que nous avons menée, ni à l'égard de notre projet. Donc tout cela, on l'a acté. Maintenant, il n'y a pas eu, avant le premier tour, justement, de gestes plus clairs de la part du MoDem. Voilà, je pense qu'il faut, le MoDem est une formation qui se construit, qui existe, qui porte un projet novateur. Je le respecte totalement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de possibilité d'accord de premier tour. Et donc, voilà, on est dans... Conséquence, ça vous concerne tous les deux. Conséquence directe dans le 15e arrondissement. La candidate du MoDem, Elisabeth de Fresquet, qui a fait quand même 7,45. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Il n'y a pas d'accord avec le PS. Et vous, est-ce que vous allez... Même en dehors du 15e et sur un plan parisien, nous appelons à l'UMP, vous le savez, le MoDem à tirer les enseignements de son double échec, de l'échec de sa stratégie de premier tour qui a consisté à ne pas dire aux électeurs, et c'est pourquoi ils ont été sanctionnés largement, ce qu'ils feraient au second, et deuxièmement, le fait que le Parti socialiste vous ait fermé la porte, alors que depuis toujours, nous avons, l'UMP, ou ce qui était avant l'UMP, et le MoDem, ou ce qui était avant l'UDF, conclu des accords de projets de gouvernement pour cette ville qui ont permis de la gérer dans de très bonnes conditions, dans la mesure où je pense que les valeurs qui sont celles de l'ancienne UDF ou du MoDem sont certainement plus proches de celles de l'UMP que du Parti communiste allié de M. Delanoë. Et deuxièmement, quand on voit Marseille, on se dit c'est pas, géographiquement c'est pas toujours. Moi, je parle de Paris. Sur les projets, il en va de même. On parle de points de convergence à gauche. En tout cas, ça n'a pas permis le moindre accord. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a beaucoup de points essentiels du projet du MoDem, comme le maintien des classes intermédiaires et des familles, comme la baisse des impôts, comme la baisse de la dépense publique, qui sont essentiels, et qui étaient même d'ailleurs les fondamentaux de la campagne de M. Bayrou présidentielle, et qui sont tout à fait dans notre projet. C'est pourquoi nous renouvelons notre offre plus que de partenariat, si je peux dire, d'alliance très étroite. Qu'ils aient été entendus par Marielle de Sarnez. En tout cas, pour le 15e, pour ma part, je continue à discuter, bien sûr, avec ma collègue Elisabeth de Fresquet, qui était d'ailleurs sur notre liste il n'y a pas si longtemps. Alors, on va revenir au MoDem. Je donne la parole quand même à Yves Contasso, parce que les Verts ont quand même trouvé un accord. Bon, c'est un petit peu au forceps,
un petit peu à la râle, mais finalement c'est quand même un accord qui avait été demandé plus tôt d'ailleurs. Est-ce que vous êtes satisfait de cet accord? Est-ce que c'est un bon accord, comme on dit? D'abord, excusez-moi, mais je trouve un peu pitoyable cette espèce d'appel à la bouée de secours de la droite qui dit... Bon, enfin, ça c'est un peu la règle du deuxième tour pour tout le monde, partout en France. Il y a un peu de décence des fois quand même dans la manière de le faire. Mais bon, je passe. Vous ne pratiquez pas ça à votre alliance croupion avec le Parti socialiste. Vous voyez le vocabulaire, il en dit long effectivement sur la culture. Mais ça, je laisse M. Goujon, on est habitué, on l'entend parler comme ça en permanence avec ce type de vocabulaire et cette absence de respect des personnes qui sont allons simplement, nous avons, mais je suis très calme moi. Ça me rappelle le Conseil de Paris. Absolument. Simplement, nous avons discuté et nous avions dit, bien avant le premier tour, que nous souhaitions qu'il y ait un accord de deuxième tour comme en 2001. Nous souhaitions le maintien du périmètre de la majorité sortante. Donc je suis très content qu'effectivement, dès le début de nos discussions avec Bertrand Delanoë, celui-ci ait clarifié la question du périmètre et qu'il y ait un accord entre les listes menées par Bertrand Delanoë et les différents partenaires qui les composent et puis les Verts, me paraît être une excellente chose. Après, on peut discuter du contenu exact de l'accord, mais ça, je dirais que c'est un peu la cuisine, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le signal politique qui est donné, qu'effectivement, il n'y aura pas de virage vers le centre et la droite, parce que quand même, on peut parler du contenu des programmes, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je me félicite qu'effectivement, on maintienne un cap à Paris. Alors vous parlez de signaux, c'est vrai que dans la région, enfin dans Paris, les signaux sont un petit peu compliqués à comprendre parce qu'on a l'impression que chaque arrondissement, d'abord c'est une particularité, il y a parfois deux soit un socialiste face à un ancien socialiste, soit comme dans le 8e, un UMP face à un ancien UMP, parfois c'est des duels comme on le voit là, mais avec une tierce personne. Et on a quand même du mal à comprendre. Est-ce que là maintenant que bon l'accord il y en aura pas pas avec le PS en tout cas, peut-être avec l'UMP. Je ne sais pas, ça c'est ce qu'on avait cru comprendre, mais quelle va être l'attitude, pas de ceux qui, comme vous qui restent au deuxième tour, mais de ceux qui ne sont plus dans la course? Est-ce que bien c'est chacun d'eux qui décide des accords arrondissement par arrondissement? Écoutez, j'ai pas l'impression, je suis allé ce matin à la réunion des têtes de liste du MoDem, je n'ai pas eu l'impression d'entendre qui que ce soit parler des électeurs comme on parle des brebis d'un troupeau ou de je ne sais quelle propriété. Il me semble que là où les électeurs ne permettent pas aux candidats du MoDem de se maintenir au deuxième tour, il y a deux hypothèses. Ils ont fait 5% partout, donc ils auraient pu fusionner s'il y avait un accord, et à ce moment-là, on fait une offre claire aux électeurs, on leur dit, écoutez, voilà, nous venons au deuxième tour après un accord avec telle liste ou telle autre. Ça ne se passe nulle part. Par conséquent, ce sont les électeurs qui, comme des personnes majeures, vont décider à qui ils portent leur voix au deuxième tour. Mais je n'imagine pas qu'il y ait dans les têtes de liste du MoDem, ni dans l'état-major du MoDem à Paris, quelqu'un pour dire voilà ce que nous attendons de nos électeurs. Qu'il n'y ait pas eu d'accord avec le PS. Je regrette pas ça. Je regrette que cette campagne électorale ait été menée par Bertrand Delanoë en fonction des luttes internes au Parti socialiste et pas du tout en fonction des objectifs dont Paris, enfin des propositions dont Paris a besoin. Moi, je suis rentré dans cette campagne et pour la première fois dans une élection parce que depuis le temps que je m'intéresse à Paris, que j'écris sur Paris, que j'essaye par tous les moyens dont je suis capable d'user, d'intéresser le plus possible de gens à l'évolution de cette ville que je trouve extrêmement préoccupante et dont je pense que c'est la dernière occasion que nous avons eue. Je voudrais pas, Madame Hidalgo, abuser du temps de parole, mais si vous me laissez juste finir ma phrase, je vous assure que vous ne souffrirez pas davantage. Donc, je pense que c'est de ça dont il devait être question, et qu'en effet, là-dessus, il y avait la possibilité de rassembler une majorité pour identifier les problèmes et pour identifier les solutions. C'est ça que je regrette, parce que Paris a été sacrifié sur l'autel de la compétition interne au PS. Oui, quand même un mot, parce que voilà, on peut pas tout laisser dire quand même. On vous a entendu critiquer plus pendant cette campagne, vous, pas d'autres candidats. C'est vrai que moi j'ai eu des très bonnes relations avec beaucoup d'autres candidats du MoDem, y compris dans le 15e avec Elisabeth de Fresquet, mais on vous a beaucoup entendu critiquer Bertrand Delanoë, beaucoup plus d'ailleurs que Jean Tibéry,
dans le 5e arrondissement. Libre à vous, c'est la tonalité que vous avez voulu donner. Nous, on a mené une campagne sur nos propositions, sur notre projet, et en partant de la crédibilité que le bilan que nous avons nous conférait aussi. Et d'ailleurs, cette crédibilité a été quand même globalement appréciée par les électeurs qui, au soir du premier tour, nous ont quand même donné un score sur Paris de 41,9%, c'est-à-dire presque 10 points de plus, même plus de 10 points de plus qu'en 2001 au premier tour. Donc je constate que les Parisiens n'ont pas considéré que le discours de Bertrand Delanoë et ses propositions étaient quelque chose qui les amenait finalement à ne pas adhérer. C'est un vote d'adhésion. C'est quand même un pari pour vous de ne pas faire alliance avec le MoDem, parce que je ne parle pas dans les arrondissements où ça s'est bien passé. On a vu à Paris, ça s'est quand même plutôt bien passé, même très bien passé pour Bertrand Delanoë et ses listes. Dans votre arrondissement, vous faites un bon score. Néanmoins, vous allez avoir besoin un peu de tout le monde au deuxième tour si vous voulez créer ce qui serait une surprise. Là, vous faites une croix sur le MoDem. Alors après, c'est vrai que les électeurs font ce qu'ils veulent. Je pense que, en tous les cas, j'ai vu beaucoup d'électeurs qui sont allés effectivement vers le MoDem, qui, pour une grande partie d'entre eux, se retrouvera sans doute autour de la proposition politique que nous présentons. Chacun est libre. Personne aujourd'hui, on n'est plus dans une situation politique en France où telle ou telle formation politique, a fortiori une formation très très jeune, même c'est vrai aussi pour les plus anciennes, n'est propriétaire des voix des électeurs qui vous ont accordé à un moment donné la confiance. Donc on verra bien. Moi, je cherche à convaincre. La façon dont Madame Hidalgo claque la porte brutalement sur les doigts de Madame de Sarnez n'incitera certainement pas. Enfin, moi, je ne vais pas m'exprimer au nom du MoDem, mais les électeurs de cette composante de la droite et du centre a voté pour le Parti socialiste. Et moi, je redis ce qui est une évidence, que tout nous rapproche entre les électeurs du centre. Il ne s'agit pas de débauchage, entre les électeurs du centre et les électeurs de la droite républicaine, puisque pendant des années, nous avons pu gérer cette ville ensemble. Et que nos projets se rapprochent, il n'y a absolument rien d'incompatible entre nos projets. D'accord, alors je vais vous donner la parole, mais juste tout à l'heure. Le tramway, les logements sociaux, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Juste une chose, tout à l'heure. 15 000 logements sociaux dans le 15e avant que vous arriviez. Jean-Daniel Lévy, qui était présent sur ce plateau et qui est analyste, directeur de CSA, pour les sondages, nous disait que le comportement des électeurs du MoDem, en gros, il a 60-40 en faveur de la gauche en ce moment. Donc, de toute façon, c'est pas irréversible ni dans un sens ni dans un autre. Je vous redonne la parole avant de la donner à Yves Contasso. Vous avez la même question que je posais à Anne Hidalgo. Vous avez une marge de manœuvre qui est pas simple au deuxième tour. Vous avez Gérard Daboville qui est présent pour l'instant, qui représente une partie de l'électorat de droite. Vous avez le MoDem que vous essayez d'attirer, mais de toute façon, au pire, au mieux pour vous, ce sera du 50-50. Comment vous allez essayer de séduire les Parisiens dans le 15e arrondissement pour le deuxième tour? Nous sommes habitués aux situations un peu complexes dans cet arrondissement, puisque cela s'était déjà produit en 2001, où Madame Hidalgo était déjà arrivée en tête. Oui, mais devant la liste conduite par Monsieur Balladur, et ça ne nous avait pas empêché de l'emporter au second tour avec 58% des voix. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette élection, comme toutes les élections de ce type, se joue en 2 tours. Ce deuxième tour sera essentiel pour nous dans le cadre de la mobilisation des abstentionnistes, parce que sur Paris, vous savez que les abstentionnistes ont été beaucoup plus nombreux. Environ 13 points de plus que la moyenne nationale. Visiblement, l'appel du maire de Paris à les mobiliser n'a pas été entendu. Ces abstentionnistes sont très nombreux et nous pensons, nous pensons que les abstentionnistes du premier tour se trouvent maintenant confrontés à un choix décisif, c'est vrai, pour le deuxième, et je pense qu'ils iront se déplacer pour décider s'ils doivent accorder leur confiance aux listes de la droite et du centre ou aux listes socialo-communistes. C'était le problème du premier tour, justement, que beaucoup d'électeurs, en particulier l'électorat de Nicolas Sarkozy, ne s'est pas déplacé pour voter. Que l'électorat ne se soit pas déplacé pour envoyer un message, je crois qu'il faut accepter ce message. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que tout va bien et qui tiennent la langue de bois. Il faut accepter ce message, l'enregistrer et appeler nos électeurs maintenant à nous rejoindre pour empêcher la gauche d'accéder au pouvoir dans cet arrondissement. D'autant plus qu'il s'agisse de Monsieur Daboville ou de Madame de Fresquet, je crois qu'il y a tout à fait les mêmes valeurs et les mêmes objectifs.
que nous poursuivons dans cet arrondissement. Pourquoi ne les avez-vous pas réunis dès le premier tour? Yves Contasso. Oui, non. Mais comme vous ce qui est intéressant, c'est que moi j'observe avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe, notamment au MoDem, parce que on a vu le dernier débat vraiment sur le fond. Le MoDem, mais s'étripé en pleine séance du Conseil de Paris entre ceux qui trouvaient qu'il y avait trop de parking, ceux qui trouvaient qu'il y avait trop de logements sociaux et ceux qui disaient mais c'est l'inverse, il n'y a pas assez de parking et puis au contraire il nous faut plus de logements sociaux. Je pense qu'il y a un vrai problème de fond. C'est, vous l'avez dit, les 60-40 représentent en réalité une difficulté majeure pour le MoDem d'avoir une ligne politique, stratégique et une offre. Est-ce que c'est une ligne de ne pas en avoir, justement? Mais non, est-ce que c'est tenable? Attendez, sur Paris, soyons un peu sérieux. Quand on regarde dans quand même beaucoup d'arrondissements, c'est les recalés des différents partis politiques qui ont composé. Il y a quand même des beaux scores comme celui de Philippe Mais attendez, il peut y avoir quelques personnalités, mais ça ne suffit pas à faire un parti politique avec une structure, une colonne vertébrale et un projet. Moi, le projet, j'ai regardé de près le programme du MoDem, à part quelques très grandes généralités. Comme très peu de choses sur Paris, très peu de choses. Il y a un discours assez vague sur les classes moyennes, parce qu'effectivement, c'est un coup marketing. On se dit, on va cibler un créneau pour essayer de récupérer de l'électorat. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les classes moyennes, aujourd'hui? Quand on dit des logements sociaux pour les classes moyennes, mais ça fait combien de logements sociaux réellement proposés par le MoDem sur Paris? On a fait les calculs, moins de 2000. Moins de 2000. Autrement dit, quasiment rien par rapport aux besoins. Là, on n'est pas dans le discours généraliste. On est dans des projets concrets. Et là, vous dites pas comment vous allez le faire, parce que baisser les impôts pour faire plus d'investissements, il faudrait dire comment vous allez y arriver. Il y a quand même énormément, je dirais, comme on dit en Internet, de buzz. Il y a du bruit autour, mais il y a quand même un manque évident, et je pense que l'échec relatif du MoDem à Paris tient à ce manque de crédibilité. Je serais heureux de voir la même énergie appliquée au problème de Paris plutôt qu'au MoDem, bien que ce soit sûrement flatteur pour le MoDem. Ça fait quelques années que je m'en occupe, vous inquiétez pas. Avec beaucoup d'énergie. Par exemple, l'une des questions qu'il était possible de mettre au débat, de ce qui aurait pu être ou ne pas être un accord, mais pour qui est ou qui n'est pas un accord, il faut débattre. C'est par exemple l'utilisation de cette manne que représentent les droits de mutation, 800 millions d'euros, presque un septième du budget de la ville, qui servent pour le moment à abonder l'ensemble du budget et qui n'ont pas une destination en tout ou en partie particulière pour lutter contre les difficultés qui sont... C'est ce qui sert à faire une politique sociale à Paris. Bah écoutez, je connais bien ce dossier-là, excusez-moi, j'ai quand même géré avec le maire de Paris un budget de 7 milliards d'euros. Écoutez, non mais je veux dire... Non mais il faut dire des choses justes. Par la gauche. Je dois dire les conséquences. Que d'avoir... on ne pourra pas vous reprocher de ne pas ouvrir la porte. Il est venu pour signer, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas réussi à faire l'alliance avant. Alors, est-ce que vous manquez d'enracinement? Parce que c'est vrai que le MoDem, en même temps, c'est logique, c'est un parti jeune, neuf, et ce qui se passe en province se passe aussi à Paris, c'est logique. Ce dont je manque, à l'évidence, c'est d'entrer dans ce type d'absence de débat qui consiste tantôt à dire que les autres sont violents et utiliser après des termes comme recalé ou je ne sais pas quoi d'autre. Bref, tout ce qui est des trucs qui sont en effet probablement, il faut avoir l'estomac, l'utilisation des 900 millions d'euros de droits de mutation d'une certaine manière pour faire ce genre de choses, mais peu importe. Ce qui compte par rapport à cet enracinement, en effet, c'est que quand nous sommes partis, par exemple dans le 5e arrondissement, puisqu'il y a eu un sondage de la Sofres à la fin janvier, les 2/3 des gens ignoraient qu'il y avait une liste autonome du MoDem et ignoraient qui la conduisait. C'est normal, étant donné que jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de liste autonome du MoDem. Donc, nous sommes partis avec ce qu'on peut appeler une marge de progression assez grande, mais ce qu'on peut appeler aussi, en effet, une difficulté. Un certain handicap. Bon, c'est à quoi nous nous sommes employés. Il semble que dans le 5e, ça ait rencontrer l'intérêt d'un grand nombre de gens, et notamment sur les propositions que j'ai pu faire en ce qui concerne le logement social, qu'elles concernent l'application du plan Vital Quartier au commerce d'alimentation et au commerce de proximité dans l'arrondissement, qu'elles concernent la manière dont le métier de maire d'arrondissement peut être exercé, qu'elles concernent la priorité à attribuer aux personnes qui exercent des métiers d'aide à la personne, notamment celles qui s'occupent de la petite enfance, celles qui s'occupent des vieillards et celles qui s'occupent des malades, etc. C'est autour de ça que nous avons...
Alors, juste, parce que je voudrais qu'on parle également de la différence jusqu'à dimanche. Je vais vous donner la parole. Annie, s'il vous plaît, messieurs. Je voudrais donner la parole à Anne Hidalgo. Il reste, s'il vous plaît, il vous reste 5 jours aux uns et aux autres. Il vous reste 5 jours pour justement mettre en avant des arguments. Qu'est-ce que vous allez mettre par rapport au premier tour? Quel va être le discours du deuxième tour, de l'entre-deux tours? Est-ce que ça change par rapport à la politique menée? Alors d'abord, c'est un rassemblement très large que nous souhaitons pour Paris et dans les différents arrondissements, dans l'arrondissement dont je suis tête de liste, bien sûr aussi. Un rassemblement de tous les Parisiens. Nous avons, mené une campagne sur nos propositions, sur le projet. Nous avons mené une campagne extrêmement dynamique qui nous a amené, avec des listes d'ailleurs, qui ont été constituées de façon très ouverte dès le premier tour, avec beaucoup de personnalités de la société civile qui sont venues nous rejoindre. Et donc c'est ce rassemblement. La deuxième chose, je crois qu'aujourd'hui, il ne fait guère de doute que Bertrand Delanoë devrait être le futur maire de Paris. Et c'est vrai que dans les arrondissements, je pense au 5e arrondissement, je pense au 1er arrondissement, je pense au 15e, mais aussi au 17e arrondissement, dans lesquels nous avons fait des très bons scores au premier tour, alors que c'était plutôt, je dirais, des arrondissements très difficiles. Eh bien, dans ces arrondissements-là, les Parisiens doivent savoir que le fait d'avoir un maire de Paris qui travaillera en bonne intelligence, en harmonie, en complémentarité avec les équipes locales, et je pense qu'un maire d'arrondissement, ça doit être un animateur, un fédérateur, et pas quelqu'un qui travaille uniquement dans un intérêt partisan. Eh bien, ce message-là, j'espère qu'il sera fortement entendu. En tout cas, c'est le message que je porte et que nous portons. Je vais donner la parole à Philippe Goujon. Selon la réciprocité, oui. Vous allez mener une campagne là dans les 5 jours qui sera différente de quelle façon de celle que vous avez menée jusqu'alors? Même si Madame Hidalgo a fait environ 6 points de moins que la moyenne parisienne du Parti socialiste, donc son score n'est pas si bon qu'elle veut bien le prétendre. C'est vrai qu'il y a un danger de gauche dans cet arrondissement, comme il y avait un danger de gauche en 2001, et c'est la raison pour laquelle toute notre campagne va consister à essayer de démontrer à la fois aux électeurs du MoDem que leurs propositions et leurs valeurs sont proches des nôtres, et aussi aux très nombreux électeurs de la droite et du centre qui se sont abstenus au premier tour de nous rejoindre au deuxième pour faire barrage à la gauche dans cet arrondissement. Voilà ce en quoi va consister notre campagne. On vous a entendu parler beaucoup du MoDem et on a vu que vous lanciez vraiment des appels d'offres. Vous ne nous avez pas parlé du tout de Gérard Daboville qui lui est à plus de 10. C'est aussi un enjeu considérable. Est-ce que vous allez discuter avec lui? Est-ce que vous vous sentez plus proche de lui? Vous pensez qu'il peut aussi se reporter sur la gauche? Vous savez, les dissidents en 2001 étaient à 20%. Aujourd'hui, ils sont 10%. Bon, il s'agit des derniers soubresauts. Cela étant, je n'ai pas d'exclusive vis-à-vis de quiconque, pas plus des électeurs du MoDem que de ceux de Gérard Daboville. Oui, mais est-ce que vous allez aller voir Gérard Daboville? C'est ça la question. Est-ce que vous allez discuter avec lui? Est-ce que vous allez fusionner avec lui? Nous avons avec Gérard Daboville des contacts, comme nous en avons eu pendant la campagne. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Il se trouve que il a le sens des responsabilités, en tout cas je l'imagine, et que sa liste étant une liste d'hiver droite, il aura à cœur, évidemment, de nous rejoindre, ou en tout cas d'appeler ses électeurs à nous rejoindre pour faire échec à Madame Hidalgo, dont il ne partage rien, puisqu'il était avec le maire du 15e, qui ne se représente pas, je le précise, pendant ces dernières années. Alors je termine. Philippe Meyer, donc vous repartez pour le deuxième tour, avec quel espoir? Ce serait quoi un bon résultat pour vous? Avec l'espoir qui se passe dans le 5e, ce qui s'est passé ce soir, c'est-à-dire les gens vont voir. Ils vont voir quelle est notre façon de faire de la politique, quelle est notre façon de parler de Paris, et ils vont voir, comme ils ont vu ce soir, ce qu'est le tandem que forme Madame Hidalgo avec les Verts et avec Monsieur Contasso. Enfin, c'est pas des personnes que je parle, évidemment. Ce sont de leur dans leur façon de faire. Ils vont voir aussi quelle est la nature de l'ouverture dont ils parlent, du rassemblement. J'ai l'impression que Monsieur Delanoë veut se rassembler avec lui-même, essentiellement. Donc, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. C'est en faisant voir aux gens les choses et qu'ils choisiront avec la plus grande liberté et la plus grande information possible. Yves Contasso, quel rôle vous allez jouer? Un rôle actif au deuxième tour, faire campagne vraiment? Moi, je souhaite vraiment que ce qu'on a initié en 2001, c'est-à-dire sortir Paris de la rubrique des affaires judiciaires, des
magouilles, des putschs internes, etc. Oui, enfin c'est une page qu'on a... Mais c'est une page qu'on a tournée, mais certains y font référence comme un modèle à renouveler ou à remettre en scène. Non, moi je souhaite au contraire que ce qu'on a fait depuis 2001, on l'amplifie, qu'on aille plus loin. C'est le sens effectivement de la campagne de deuxième tour, et j'ai la conviction qu'aujourd'hui, c'est quand même plutôt globalement ce vers quoi tendent les Parisiens. Il faut regarder le score global de l'ensemble des listes, c'est visiblement là que veulent aller les Parisiens. C'est pas un retour en arrière, c'est pas la revanche, comme disait Madame de Panafieux, je casserai le tramway, etc. Il faut sortir de ce genre d'attitude, il faut avancer. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre. On vous souhaite bonne chance évidemment pour le deuxième tour. On va avoir un autre débat dans quelques instants sur les cantonales, mais on va faire un crochet par Marseille tout de suite avec le dernier coup de fil. Voilà, avec au téléphone Karim Zeribi, le porte-parole, et d'ailleurs il est candidat dans un des arrondissements de Marseille, porte-parole de Jean-Noël Guérini. Bonsoir Karim Zeribi. Bonsoir Pierre Sled. Bonsoir. Alors on a appris ce soir effectivement qu'il y avait une fusion entre les listes du MoDem et celle du PS. C'était dès hier soir une stratégie affichée pour Jean-Noël Guérini. Écoutez, il est clair que quand on a récolté près de 40% des suffrages au premier tour, et dès que l'on constate qu'il y a 60% d'électeurs marseillais qui ne se sont pas portés sur le maire sortant, vice-président de l'UMP, Jean-Claude Gaudin, donc il était envisageable pour nous de fédérer donc au-delà donc des forces qui nous avaient rejoints au premier tour, donc pour ce deuxième tour. Et c'est vrai que dans l'idée de fédérer le MoDem et je dirais aussi même le vote d'extrême gauche était un vote qui nous intéressait particulièrement pour faire gagner Marseille. Ça c'est certain, mais est-ce que ça va être facile de à la fois aller gagner sur le MoDem, prendre les voix du MoDem, et en même temps conserver celle de l'extrême droite du Parti communiste? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'antagonisme? Est-ce que ce que vous avez gagné d'un côté, vous n'allez pas le perdre de l'autre? Je vais vous dire très clairement, il n'y a pas d'antagonisme pour une seule raison. D'abord, il n'y a pas d'accord d'appareil. On est sur une approche de partage de projets. Et là, Jean-Noël Guérini, depuis 6 mois, donc bataille pour entendre les attentes des Marseillaises et des Marseillais, pour dire Marseille doit être une ville enfin propre. Marseille doit être à la hauteur de son destin, une capitale de la Méditerranée. Marseille doit lutter contre cette pauvreté qui est grandissante. 28%, Pierre Sled, de Marseillaises et de Marseillais vivent en dessous du seuil de pauvreté. 80% de Marseillaises et de Marseillais ne peuvent accéder au logement aujourd'hui construit dans la ville de Marseille, parce que c'est inabordable au niveau des loyers. Donc il y a un certain nombre de sujets qui sont portés par Jean-Noël Guérini depuis 6 mois, qui sont des sujets qui ont un écho auprès du MoDem, de l'électorat du MoDem et de l'électorat de l'extrême gauche. On est sur des approches communes, mais c'est la question du projet, de la vie quotidienne des Marseillais qui nous intéresse. C'est pas les tambouilles politiciennes ou les accords qu'on a pu connaître donc il y a quelques décennies. Karim Zeribi, je vous coupe, vous parlez de tambouille, et ce sera la dernière question de tambouille politicienne, sauf que le MoDem il est un coup à gauche, un coup à droite, comme à Bordeaux. Vous allez travailler avec justement des gens qui parfois vont à droite, parfois vont à gauche? Écoutez, je vais vous dire, le MoDem aujourd'hui à Marseille, c'est Jean-Luc Benamias, qu'on connaît parce qu'il est député européen, c'est un ex-vert, et il y a énormément donc de transfuges des Verts qui sont au MoDem aujourd'hui à Marseille. Il y a aussi l'ex, je dirais, électorat de l'UDF donc qui est au MoDem aujourd'hui. Et quand on a une capacité à partager des valeurs, partager une vision pour une ville, moi je suis pas dans une approche nationale. Bien entendu que le MoDem au plan national est un coup à droite, un coup à gauche, mais le MoDem, je pense, hein, c'est mon avis, répond avant tout à des enjeux locaux. Et à Marseille, c'est quoi le message que le MoDem a envoyé ce soir en passant un accord avec nous et en fusionnant avec les listes de Jean-Noël Guérini? C'est le temps du changement est venu. Il faut passer à autre chose. Il faut porter une ambition pour Marseille. Et le MoDem est allé vers le candidat qui portait l'avenir de cette ville. Donc c'est très simple et ça aurait pu être autre chose ailleurs. Mais à Marseille, merci beaucoup Karim Zeribi.
En même temps, vous êtes porte-parole, donc vous faites votre travail. Merci beaucoup, Karim Zeribi. Voilà, on a fait notre crochet par Marseille. Je vais remercier mes invités d'être venus. Et nous, on va enchaîner maintenant avec l'autre aspect de ce scrutin, qui est le scrutin des cantonales, dont on parle beaucoup, ou peu plutôt, et qui est assez important quand même. Comment on va s'en rendre compte ? Depuis les élections cantonales de 2004, la gauche est majoritaire dans 52 départements contre 50 pour la droite. Et ce rapport de force pourrait s'accentuer. 3 départements ancrés à droite pourraient basculer. À commencer par la Corrèze, François Hollande a déjà annoncé sa victoire à la présidence du Conseil général. Le Lot-et-Garonne, avec 3 candidats PS réélus dès le premier tour, et l'Allier. De même que la Somme, les Deux-Sèvres, le département de Ségolène-Royal et la Charente-Maritime pourraient passer à gauche. Inversement, les Hautes-Alpes et la Seine-et-Marne, actuellement aux mains de la gauche, pourraient être repris par la droite. L'élection des présidents des conseils généraux aura lieu le 20 mars prochain. Voilà, et on va, puisque ce plateau est en train de s'installer, je vais vous présenter mes invités. On va parler bien sûr des cantonales. On vient de voir justement comment ça se passait au niveau de la répartition. C'est quasiment du 50-50 sur la France, 52 pour le PS, 50 pour la droite. Et avec 3 invités, Catherine Procassia, bonsoir, sénatrice UMP du Val-de-Marne. Vous êtes bien placée pour être réélue dans le canton de Vincennes-Ouest, et ça avec 43,22% des voix. Gilbert Roger, maire PS de Bondy, candidat élu au cantonal également. Vous êtes réélu avec 56,37%. Je parle de la mairie, et vous êtes élu dans le canton de Bondy Sud-Est. Voilà. Et puis Joël Cossardo qui va mettre d'une lettre précieuse ce soir, spécialiste entre autres des cantonales. Et c'est même par vous que je vais commencer, parce que c'est vrai que je me fais la réflexion depuis plusieurs jours. Tout le monde dit mais les cantonales on n'en parle pas, c'est très important, etc. Et quand on s'aperçoit de ça, on s'aperçoit que les Français sont pas vraiment au courant de quoi servent les cantonales, comment ça se passe, comment on vote et dans quelles conditions. Les Français, je dirais que ce sont surtout les Français urbains qui ont moins la connaissance et la perception du fait cantonal, dans la mesure où ce sont des zones urbaines, et le canton est surtout rattaché à un territoire, et en secteur rural, on sait très bien ce que cela veut dire, parce que la présence du Conseil général est peut-être plus manifeste auprès des citoyens qu'elle ne l'est auprès des citoyens urbains, des urbains. Alors le mécanisme, comment on vote, pourquoi tout le monde ne vote pas? C'est simple, c'est un scrutin uninominal à 2 tours, hein. Et donc c'est du type d'une élection législative, c'est-à-dire que soit on passe au premier tour avec la majorité, soit on attend le second tour pour se faire élire, et voilà. Très bien. Voilà. Alors maintenant, je vais vous poser la question à tous les deux. Est-ce qu'une élection cantonale, elle a sa spécificité? Alors, je ne parle pas bien sûr de la présidentielle ou de la législative, mais par exemple par rapport au municipal, c'est quoi la différence? C'est déjà pas la même collectivité, c'est pas le même territoire. C'est des territoires d'un département. On va gérer un département et non pas une commune. Ça, c'est une vraie spécificité. Par rapport au municipal, on élit une liste. Là, c'est un scrutin uninominal. On élit un homme ou une femme. Et maintenant, un homme et une femme, puisque pour la première fois, on a un suppléant. Et un suppléant d'un sexe différent. Ça, c'est la loi pour favoriser l'accès des femmes. Quels arguments utilisez-vous qui sont plus spécifiques justement, parce que vous avez fait les deux finalement. Oui, j'ai fait les deux. Ouais. Comment faites-vous? Écoutez, moi j'ai fait les deux avec l'idée que l'un ne va pas sans l'autre, parce que gérer une ville, c'est l'intégrer dans un département. C'est important, la vie d'un département urbain, même si c'est compliqué, effectivement, je le reconnais, pour nos concitoyens de comprendre à quoi sert forcément tous les jours le Conseil général, mais en même temps de montrer que justement, quand on veut un nouveau collège implanté dans un territoire, eh bien être en même temps conseiller général et regarder les intérêts d'un territoire, ça aide dans un département. Un bon conseiller général, c'est quelqu'un qui est maire ou qui a un mandat dans une mairie? Je pense que, eu égard à notre mode de fonctionnement, où il faut être au moins dans l'équipe municipale qui dirige la ville, donc maire adjoint ou maire de la commune, ça me paraît être important, oui. Est-ce qu'il y a des stratégies, alors qui sont, là je parle de politique, hein, qui sont différentes selon qu'on se présente à la mairie ou au département? Alors moi je voudrais reprendre sur avoir un mandat, enfin être au moins élu. Je crois qu'il faut surtout
avoir une connaissance ou avoir été élu local. Parce qu'effectivement, on gère le département et on gère en même temps la commune. Donc c'est quand même une particularité. Deuxièmement, être maire ou maire adjoint du département, l'inscrire dans le département, c'est vrai pour Monsieur Roger, c'est pas toujours vrai partout. Moi, je suis dans l'opposition puisque le Conseil général du Val-de-Marne est communiste. Inscrire la ville de Vincennes dans le Conseil général qui est communiste et qui a une vision des choses qui n'est pas la même et qui considère notre ville souvent comme une ville de riches pour laquelle il n'y a aucun effort à faire, c'est pas facile. Alors qu'effectivement, il y a des investissements importants comme les collèges, ça on l'a obtenu, mais beaucoup d'investissements qui devraient se faire. Et quand la majorité du département et celle de la ville n'est pas la même, ce qui est dans tous les départements, puisque c'est forcément séparé, c'est pas toujours facile de pouvoir l'inscrire. Donc vous parliez de stratégie. La stratégie, elle est d'abord départementale, c'est de dire comment se situe-t-on dans le département, quelles sont nos envies, nos missions, nos programmes au sein des groupes. Moi, je suis du groupe EMP et apparenté. Donc, on a une vision générale de ce que l'on voudrait faire au département et puis une vision locale de ce qu'il faut faire sur notre canton ou notre ville. Moi, mon canton, il est la moitié de la ville. C'est bien évident que je vais pas dire que le projet, il va s'arrêter à la moitié de la rue parce qu'en plus, il y a un numéro pair sur un canton et un pair sur l'autre. En milieu urbain, je rejoins monsieur qui intervenait en premier, c'est vraiment très difficile de faire vivre cantonal, municipal, plusieurs cantons. Vous en avez 2, je pense. Oui, quelquefois les villes en ont. Moi j'en ai 2, d'autres en ont 3. C'est très compliqué. Les urbains connaissent leur conseil général. Ouais. Non, ils le connaissent pas. Oui. Qu'est-ce que pour revenir, parce qu'on a parlé tout au long de cette soirée des résultats, on est revenu et des alliances pour le deuxième tour. Est-ce que dit le premier tour des élections cantonales? Le premier tour est un peu à l'image du résultat des municipales, c'est-à-dire qu'on constate que dans un certain nombre de départements, il y a une poussée une progression de la gauche. Je crois que le département le plus emblématique, c'est celui de la Corrèze, où finalement un changement de majorité. Bon, il y a peut-être une dizaine de départements où il peut y avoir un mouvement de la droite vers la gauche, mais il y a aussi quand même des départements qui sont sur le fil du rasoir. Je pense à la Seine-et-Marne où vraiment ça se joue au coude à coude. Il peut y avoir encore des mouvements dans l'autre sens. Mais l'Allier aussi, c'est l'Allier. Il y a plusieurs départements où c'est un seul canton. Donc c'est vrai. Ça va se savoir demain soir avec le dépôt des candidatures et les soutiens des uns et des autres. On verra la physionomie presque de chaque département. Comment on fait campagne dans ces conditions? Là, il va y avoir un deuxième tour justement. Il y a une poussée que tout le monde connaît de la gauche. Est-ce qu'au deuxième tour, il faut être aussi présent? Il faut être aussi présent et puis en même temps montrer que le département c'est un endroit qui va protéger beaucoup de nos concitoyens, je pense. Est-ce que le fait de venir de gauche, parce que la gauche a connu une poussée, c'est un avantage pour vous? Ça l'a toujours été. Mais je dirais qu'en même temps, le département, il est dans beaucoup d'actions, il va être un lieu de protection par rapport à la politique nationale qui est très néfaste pour la plupart de nos concitoyens. Je prends des exemples, c'est-à-dire sur l'aide sociale, sur les personnes âgées, sur les personnes handicapées, où au fur et à mesure ce gouvernement a transféré et abandonné. Oui, bien sûr. Les municipales. Donc c'est tout à fait. Mais en disant, le département, il est là pour, d'un certain point de vue, prendre en compte des aspects qui sont aujourd'hui complètement méprisés par le gouvernement actuel. Catherine, moi, j'ai absolument pas la même vision. C'est vrai que la décentralisation existe, elle existe, et que les départements de gauche ont tendance à dire nous, on ne veut pas de cette décentralisation. On veut que ce soit l'État qui décide de tout, partout, du montant, de telle indemnité, de ce que l'on va faire. Et moi, je suis persuadée, intimement persuadée, Monsieur Roger, que la proximité du département par rapport à un bon nombre d'administrés et de l'existence justement de conseillers généraux comme nous qui sommes des conseillers généraux de terrain d'un petit bout de ville ou de plusieurs petites villes permet de mieux connaître les besoins alors qu'au niveau national décider de tout comme le souhaite la gauche en règle générale, moi je n'ai pas du tout cette vision. Non, je crois que les départements peuvent agir au quotidien. Construire des collèges, construire des centres pour handicapés physiques, construire des maisons de retraite,
ça fait partie de ces lieux. Rénover les routes départementales, les routes nationales aujourd'hui, puisqu'on nous les a transférées à part celles des Hauts-de-Seine, ça ce sont des choses que effectivement on peut comprendre et prendre. Là où nous ne sommes pas d'accord, et c'est ce qui fait la distinction entre la droite et la gauche, c'est que nous considérons que pour l'allocation du RMI, par exemple, ou l'allocation pour la personne handicapée physique, il ne doit pas y avoir de différence que l'on habite Lille, Marseille ou la Seine-Saint-Denis. Or, le fait que le gouvernement transfère et dise au département « débrouillez-vous avec ces allocations », le risque, c'est qu'il va y avoir des différences, des concurrences de territoires et des vraies inégalités sociales qui peuvent se mettre en place et qui pour reprendre les propos du journaliste Joël Cossardo, c'est que par exemple, ça va être très dur dans des départements très ruraux où il y a peu d'activités économiques, je crois. C'est vrai que les départements ont une charge croissante en matière de transferts sociaux à gérer. Il y a le RSA, le revenu de solidarité active, qui va être élargi, généralisé à tous les départements. Et volontaire, des départements volontaires. Pour l'instant, mais il est question on en est que dans la première phase. En 2009, il n'est pas exclu qu'en 2009, tous les départements soient... Si ça marche. Oui, on semble quand même prendre cette direction-là, et donc ça va induire des coûts nouveaux pour les départements. Et l'argument des départements, c'est de dire, puisque nous demandons beaucoup sur nos missions qui sont le social, dans nos missions centrales, dans ces conditions, on ne pourra pas forcément assurer nos compétences facultatives ou des compétences, notamment les subventions aux communes, puisque les départements apportent beaucoup d'aide aux communes. Et donc, à partir du moment où elles se ressentent sur leurs compétences essentielles, il va y avoir un petit décalage vis-à-vis des communes qui vont être un peu moi, je suis pas d'accord non plus, et là, c'est pas politique avec vous, parce que par rapport au RSA, l'objectif, il est de sortir un certain nombre de personnes qui sont dans les minimums sociaux, de les sortir, de leur donner un emploi, et on s'est rendu compte, et il y avait une mission sénatoriale, que ces personnes-là, finalement, quand elles se remettaient au travail, elles avaient un revenu moindre que quand elles étaient au minimum sociaux. Donc, l'idée est de dire, ces personnes-là, elles ont envie de reprendre un travail, elles arrivent à retrouver un travail, on les aide à trouver un travail et on leur permet d'avoir au moins le même niveau de vie. À partir de ce moment-là, justement, le RMI, si ces personnes retrouvent un emploi et si ces personnes sont mieux aussi dans leur vie, eh bien, on versera moins de RMI et ça sera en partie compensé. Je suis d'accord. Tous les transferts de l'État sont compensés. Nous sommes même département expérimental. Donc, je suis d'accord sur le principe. Simplement, je dis que là où nous divergeons, c'est sur le fait que cette allocation complémentaire doit être prise en charge par la solidarité nationale et pas par les solidarités départementales. Après, les actions d'insertion, ça c'est au département de le faire, parce que c'est vrai que c'est pas l'État qui peut régler du nord au sud de la France toutes les actions d'insertion. Mais le fait de verser l'allocation, je crois que ça devrait être toujours et encore de la solidarité nationale. Mais c'est peut-être aussi si les départements, c'est de mieux contrôler la façon dont c'est versé. Je vous cite un exemple, je ne vais pas dire le département. C'est sûr le président du conseil, d'un conseil général qui est socialiste, qui est sénateur, c'est lui qui nous en parle. Eh bien, il a diminué énormément son nombre de RMistes et on lui dit mais comment tu as fait? Eh bien, c'est simple, j'avais plein d'anglais installés. Sur mon département, plus de 1200 demandaient le RMI et touchaient le RMI. Eh bien, lui, il a diminué le nombre de RMistes. Il est socialiste parce qu'effectivement, ces étrangers qui s'installent en France n'ont pas vocation à le toucher, mais le système est tellement tellement bien fait qu'on peut le verser à n'importe qui s'il n'y a pas de contrôle. Nous ne sommes pas des laxistes, madame. Simplement, je considère, c'est une question de fond, mais je pense que nous ne partageons pas cette idée-là. Les départements peuvent être utiles à l'action du quotidien, mais il y a un certain nombre de démarches qui, pour nous, sont de l'espace national, c'est-à-dire de la responsabilité de l'État. Après,
les routes départementales, l'aide aux communes, c'est vrai que c'est plutôt au département de pouvoir le faire. Je vais terminer avec Joël Cossardo. Comment vous expliquez que lorsqu'on regarde la couleur des régions, on sait qu'il y en a 20 sur 22 qui sont aux socialistes, et que justement les choses soient moins prononcées, soient moins tranchées. C'est lié au phénomène du territoire, du scrutin, et puis les territoires ruraux sont très représentés dans les départements, et c'est une bonne chose quelque part, puisque on représente d'abord les territoires avant de représenter c'est le mode de scrutin qui favorise effectivement. On réélit la moitié du département tous les 3 ans, donc vous savez, il faut du temps pour que ça bouge. Très bien, merci beaucoup en tout cas. On a vu que les élections cantonales étaient aussi animées que les municipales. On y parle peut-être moins politique, mais davantage peut-être du terrain. Merci beaucoup en tout cas. On va également remercier Nathalie Talbot qui réalisait cette émission, Laurent Elkabach qui l'éditait, Anaïs Jaunet et Jean-Baptiste Daoulas qui ont préparé tout le contenu de ces différents débats. On va se retrouver bien sûr demain soir et on parlera tout au long de cette semaine des municipales et des cantonales, rassurez-vous, c'est pour lesquelles on vous souhaite bonne chance, pas vous parce que c'est fait, mais en tout cas vous, Catherine Progressia. Et puis tout de suite je vais vous laisser avec la loi Châtel, les dessous d'une loi, c'est la loi Châtel qui a d'ailleurs été élue au premier tour à Chaumont, si je me souviens bien. Merci beaucoup, à demain, au revoir, merci. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD? Rendez-vous sur www.publicsénat.fr. Au lendemain des municipales et cantonales, retrouvez les Super Lundis de Public Sénat, la chaîne d'information politique. Pour décortiquer les résultats, plonger dans les analyses et examiner les conséquences, les Super Lundis, c'est toute la journée avec nos journalistes et nos experts, en direct sur Public Sénat.